Quand on prend un médicament, on n'y pense pas vraiment, mais on fait confiance à tout un système invisible qui est là pour veiller sur notre santé. Et justement, aujourd'hui, on va aller voir de plus près une des pièces maîtresses de ce système, le Guide de Santé Canada, sur ce qu'on appelle les impuretés élémentaires. Alors, la question se pose, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans un médicament ? Parce que, bien sûr, il y a le principe actif, celui qui soigne. Mais il n'y a pas que ça, loin de là. Il y a tout un tas d'autres composants. Et parfois, au milieu de tout ça, on trouve des sortes de passagers clandestins, des choses qu'on ne voudrait pas vraiment y voir. Bon, alors mettons un nom sur ces fameux passagers clandestins. On les appelle des impuretés élémentaires. Concrètement, c'est quoi ? Eh bien, imaginez de toutes petites traces de métaux ou d'autres éléments chimiques qui peuvent venir par exemple des cuves de fabrication, des produits utilisés pour accélérer les réactions ou même des matières premières de base. Le vrai problème avec ces impuretés, c'est qu'elles ne servent à rien pour le traitement. Pire, elles peuvent être toxiques si la dose est trop élevée. C'est pour ça qu'il est absolument crucial de les garder sous contrôle. La bonne nouvelle, c'est que face à ce problème, on n'est pas seul. C'est un défi mondial, donc la réponse se doit d'être mondiale. C'est là qu'intervient une norme internationale, une sorte de bible pour les fabricants, la ligne directrice ICH-Q3D. L'ICH, c'est le Conseil international d'harmonisation. En gros, c'est le mode d'emploi mondial pour la sécurité des médicaments. Et cette collaboration internationale, elle est vraiment clé. D'ailleurs, en 2016, Santé Canada a officiellement adopté cette directive. Ça veut dire qu'on s'est aligné sur les mêmes règles hyper strictes que l'Europe, le Japon ou encore les États-Unis. Le but, il est simple et il est hyper important. S'assurer que peu importe où un médicament a été fabriqué dans le monde, le niveau de sécurité pour le patient, lui, reste toujours le même. Une priorité absolue. Ok, mais comment on sait ce qui est sûr et ce qui ne l'est pas ? C'est une bonne question. Le cœur de toute cette directive, c'est un concept qu'on appelle l'exposition journalière admissible, ou EGA pour faire plus court. Pensez-y comme une ligne rouge, une limite fixée par la science pour chaque impureté. C'est la dose maximale qu'on peut absorber chaque jour, toute sa vie, sans aucun risque pour la santé. C'est vraiment la référence absolue. Évidemment, toutes les impuretés ne se valent pas. Le risque n'est pas du tout le même entre, disons, du plomb et du cuivre. Ce serait pas très malin de tout traiter de la même façon. C'est pour ça que la directive est intelligente. Elle classe les éléments en différentes catégories en fonction de leur dangerosité. Une approche basée sur le risque, tout simplement. Alors, regardons ça de plus près. On a d'abord la classe 1. Là, on parle des plus recherchés, les vraiment dangereux. L'arsenic, le plomb, le cadmium, le mercure. Pour eux, pas de discussion, l'enquête est systématique. Ensuite, on a les classes de A et de B. La classe de A, ce sont des éléments toxiques qu'on a de bonnes chances de retrouver, donc on les évalue systématiquement aussi. Pour la de B, la probabilité est plus faible, mais on doit les évaluer s'ils sont ajoutés exprès dans le processus. Enfin, il y a la classe 3. Ces éléments sont moins toxiques, mais on va quand même les vérifier de près pour les médicaments qu'on respire ou qu'on injecte, parce que la voie d'administration change la donne. Bref, on voit bien que c'est une approche vraiment ciblée. Ok, on a les règles, on a les classes de risque. Mais concrètement, sur le terrain, comment ça se passe ? Comment un fabricant s'assure qu'il est bien dans les clous ? Eh bien, tout repose sur un processus très structuré, l'évaluation des risques. Et vous allez voir, ça ressemble un peu à une enquête policière. Cette enquête se fait en 3 grandes étapes. Première étape, identifier. Là, il s'agit de jouer les profilers. On passe tout le processus de fabrication à la loupe pour trouver toutes les sources possibles d'impuretés. Deuxième étape, évaluer. Une fois qu'on a nos suspects, on mesure leur présence, on quantifie le niveau de chaque impureté et bien sûr, on compare le résultat à notre fameuse limite de sécurité, l'EGA. Et enfin, troisième étape, résumer et contrôler. On met tout ça par écrit dans un rapport et si jamais on trouve un niveau trop élevé, on met en place des mesures de contrôle. Mais alors d'où est-ce qu'elles peuvent bien venir, ces impuretés ? Eh bien, les sources sont multiples. Ça peut venir des catalyseurs, ces produits qu'on ajoute pour que les réactions chimiques se fassent bien. Ça peut venir directement des matières premières. L'équipement lui-même peut être une source. Les cuves, les tuyaux, ils peuvent relâcher des microparticules. Et il ne faut pas oublier le contenant final. La bouteille, le bouchon, tout ça peut aussi être une source de contamination. Ce qui est bien avec cette directive, c'est qu'elle est aussi pragmatique. Il y a ce qu'on appelle le seuil de contrôle. L'idée est simple. Si un fabricant peut prouver que le niveau d'une impureté est toujours en dessous de 30% de la limite autorisée, l'EGA, eh bien, on considère que le risque est tellement bas qu'il est maîtrisé. Pas la peine de faire des tests en continu. Ça permet de vraiment concentrer les efforts là où le risque est réel. Alors, on pourrait croire qu'une fois que tous les tests sont faits et que le médicament est sur le marché, le travail est terminé. Eh bien, pas du tout. La sécurité, ce n'est pas un examen qu'on passe une seule fois. C'est un processus continu qui s'étend sur toute la durée de vie du médicament. Et ça, c'est vraiment un point crucial à comprendre. La sécurité d'un médicament, ce n'est pas quelque chose de statique, gravé dans le marbre.
Imaginons qu'un fabricant change de fournisseur pour une matière première ou qu'il modifie une étape de sa production. À chaque fois, hop, on repart à zéro. Toute l'évaluation des risques doit être revue et mise à jour. C'est un document vivant qui doit coller à la réalité du produit à chaque instant. En fait, il y a une phrase dans la directive qui résume parfaitement tout l'esprit de la démarche. Elle dit en substance que, comme les impuretés élémentaires n'apportent aucun bienfait thérapeutique, leur concentration doit être contrôlée pour rester dans des limites acceptables. C'est limpide. La logique est implacable. Puisque ça ne sert à rien et que ça peut être dangereux, on contrôle. Point final. Il n'y a pas de place pour le compromis. Au final, quand on regarde tout ça, on se rend compte de l'incroyable complexité et de la rigueur qui se cache derrière un geste aussi simple que prendre un médicament. Et ça amène à se poser une question plus large, non ? Combien d'autres systèmes de ce genre, complètement invisibles pour nous, existent pour garantir notre sécurité au quotidien ? Que ce soit dans ce qu'on mange, dans l'eau qu'on boit, dans les transports qu'on utilise, c'est une bonne occasion de penser à tout ce travail de l'ombre, qui est pourtant si essentiel.